Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist, moi c'est Vincent et aujourd'hui je suis avec Florent dans la même pièce. Salut à tous. Et on vous parle de sa dernière acquisition. C'est quoi Florent? Et ben on va découvrir ça tout de suite. Allez c'est parti. Et ben Florent, c'est parti. Tu nous la montres? Et ben on va l'ouvrir, on l'a ici. On a fait un petit unboxing. Elle est là. La Explorer 1. Donc on va en parler. Donc format de la vidéo, Vincent va me poser quelques questions. Vas-y, pose-moi des questions et moi je suis là pour y répondre. Florent, bien sûr, c'est parti. Alors Florent, pourquoi, en règle générale, pourquoi la Rolex Explorer, c'était pourquoi? Et pourquoi? C'est une bonne question parce qu'on fait pas mal quand même de Rolex bashing sur Watchalist. Oui, toi, grand défendeur de Grande Seiko est mieux que Rolex. Qu'est-ce qui t'arrive? Sur Watchalist, on fait tous du Rolex bashing, mais on en achète des fois. Toi t'en as une. Moi, j'en ai une maintenant aussi. Il y a certains modèles qui sont bien. Moi, le modèle que je recherchais, qui m'intéressait depuis de nombreuses années, c'est vraiment la Explorer 1. Mais la Explorer 1 précédente, avant cette nouvelle sortie, avant la 124-270, il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Et donc, par contre, cette sortie, pour moi, elle était vraiment parfaite. Je vais te dire pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais en tout cas, voilà pourquoi je l'ai achetée, parce que c'est vraiment celle qui me plaît dans toute la gamme Rolex, quoi. Ok, donc tu cherchais déjà une Rolex Explorer en 36 mm avant l'annonce de ce modèle de 2020, 2021? Ouais, 2021 celle-là. Elle est sortie en 2021. Je la sors. Donc oui, je recherchais déjà, je m'intéressais à la 114-270 qui était le dernier modèle de la Explorer 1 en 36 parce que moi je la voulais vraiment en 36. Donc la 214-270 qui était le modèle en 39 me plaisait pas parce que... Tiens Vincent. Me plaisait pas parce qu'elle était en 39. La Explorer 1 en 39 elle me plaît pas. Parce que parce qu'elle est trop grosse. La taille historique et cohérente pour moi de la Explorer, c'est la 36 mm. Il faut avoir en tête que Rolex a fait du 39 mm de 2010 à 2021 sur le modèle 214-270, donc pendant 11 ans. Alors que la Explorer existe depuis 53. La première Explorer est sortie en 53, donc du coup depuis 70 ans. Ça fera 70 ans en 2023 l'année prochaine. Donc sur 70 ans d'histoire de l'Explorer, il y a eu 11 ans de 39 mm. Donc il faut bien avoir en tête que la 39 mm c'est vraiment un détail. C'est une exception. Voilà, c'est vraiment un détail dans toute l'histoire de la Rolex. Et très bon move de la part de Rolex, on en avait parlé à l'époque où c'était sorti. Ils sont revenus au 36 mm. Et en plus, ils ont upgradé avec un nouveau mouvement. Nouveau mouvement. C'est dur à dire ça. Avec un nouveau mouvement, le 32-30. C'est le même que celui dans la nouvelle Submariner, c'est exactement le même. Avec des gros upgrades par rapport à la génération précédente d'Explorer, que ça soit la génération précédente en 36 mm ou en 39. Donc 70 heures de réserve de marche. Pour moi ça c'était vraiment le plus important. Donc parce que précédemment c'était 42 je crois, 42, 45, quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout au standard quoi, du marché. Et si on reste sur la taille un moment, le fait que Rolex a fait 36 mm pendant toutes ces années, 39 pendant 11 ans tu disais, reviennent sur 36 mm, c'est pas un peu un aveu de faiblesse de la couronne de dire on s'est peut-être un peu égaré? Ouais, pour moi c'est un désaveu du 39, mais c'est un bon désaveu. C'est aussi important d'avoir des marques qui tentent des choses. Bon alors Rolex ne tente pas grand chose non plus parce ils sortent pas beaucoup de nouveaux modèles, même très peu, mais une marque qui tente quelque chose, qui laisse sur le marché pendant quelques années, même si c'était 2 ans, bon là ça a été 11 ans, ça a pas non plus été 6 mois, mais même si c'est 2-3 ans, ils voient que en fait c'est pas quelque chose qui est cohérent avec le sens de l'histoire ou pour plein d'autres raisons, et on revient à un autre état précédent. C'est peut-être un désaveu, mais je vois pas ça comme étant négatif quoi. C'est pas là ils se sont trompés, ils sont nuls quoi. C'est ok, on a tenté ça, bon c'est pas top, on revient à autre chose. Moi c'est plutôt même positif je trouve. Ok. Et donc quelqu'un aujourd'hui qui cherche une Rolex Explorer en 36 mm, tu lui conseilles plutôt le nouveau modèle que les anciens,
vis-à-vis des upgrades qu'il y a eu, pour toi c'est ça les points positifs de la montre, c'est Oui, les upgrades. sauf si on cherche du vintage, parce qu'on peut avoir un intérêt au-delà de la réserve de marche par exemple, on peut avoir un intérêt sur des modèles et sur des références qui sont rares et qui ont un autre intérêt qu'un mouvement qui est au standard d'aujourd'hui. Mais si on ne recherche pas ça spécifiquement, oui, le modèle à avoir pour avoir les dernières technologies, même de Chromalight, ça c'est un autre point hyper intéressant. Le Chromalight bleu, c'est un bleu ciel, bleu turquoise sur ce modèle d'Explorer. Il pète vraiment quoi, quand on passe dans un endroit sombre après avoir été à l'extérieur. C'est impressionnant. D'ailleurs, on a fait le comparatif avec ta Oyster Perpetual. C'est pas exactement le même. Toi, il est peut-être un peu plus vert. Il pète aussi bien quand même. Hein. Mais en tout cas, le Chromalight, c'est une différence par rapport aux montres anciennes sur cette nouvelle référence. On a l'extension de 5 mm qui est pas aussi présente sur les modèles un peu plus vintage. On a plein de choses comme ça qui me font dire que si on n'est pas intéressé spécifiquement par des références historiques pour de la collection pure et dure, c'est ce modèle qu'il faut. Ouais. Ok. Donc les points positifs, on a dit la taille de 36 mm, le lume, le Chromalight, l'extension, l'extension super pratique. Ouais. Avec la réserve de marche. Ouais, nouveau mouvement, ouais. 70 heures, 70 heures, ouais. Ouais, c'est ça, comme le Oyster Perpetual. Ouais. T'as d'autres points positifs? Eh c'est déjà pas mal. Le design, on en a pas parlé, mais le design, c'est la chose la plus importante dans une montre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on oublie d'en parler, parce que ça nous paraît évident, mais il faut quand même le préciser. Le design que j'adore, que j'ai toujours adoré de l'Explorer, et là, depuis une trentaine d'années maintenant, depuis 20-30 ans, on est passé sur les chiffres un peu plus, qui ont un design un peu plus carré. Le 369 qui est un peu plus carré, un peu plus mastoc. Celui-là, je le préfère, il fait un peu plus actuel, un peu plus contemporain. Donc oui, design aussi, si on doit citer un dernier point positif, c'est tout simplement le design du cadran, de la montre. Quoi. Moi, un point positif, si je me permets de rajouter, c'est ce aussi que je retrouve sur la Oyster Perpetual, c'est le bracelet. Il est extrêmement confortable, sans parler du fermoir, on a parlé de l'extension, mais on a le bracelet Oyster qui est extrêmement confortable. Et moi, je pense que c'est là où Rolex tire vraiment son épingle du jeu comparé aux autres marques. Rolex sont bons dans les cadrans, mais Grand Seiko fait mieux. Rolex sont bons dans les mouvements, mais Omega fait mieux. Mais niveau bracelet, vraiment ils sont je pense meilleurs que Grand Seiko et Omega. Niveau finesse du boîtier aussi, on a une montre qui est pas si épaisse. Je pense que c'est deux points qui améliorent grandement le confort, l'expérience utilisateur, au-delà de juste le cadran, le mouvement. Où là on a d'autres marques comme Omega et Grand Seiko qui peuvent être au-dessus. Ouais, je suis d'accord, t'as raison. Le bracelet, et, le confort de bracelet acier est vraiment difficilement égalable. Donc oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai pas précisé par rapport au précédent modèle en 39 mm, la largeur du bracelet a été diminuée. Donc ça fait aussi un effet sur le poignet d'une montre qui est plus fine et qui est plus petite au niveau du cadran et plus fine aussi au niveau global puisque le bracelet est plus fin. Donc ça aussi c'est un autre point qui me plaît bien. Ok. Bah, après avoir parlé des points positifs, est-ce que tu as des points où t'es un peu neutre, c'est ni chaud ni froid, des points sur la liste des spécifications de la marque ou autre qui te... Bon, c'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus ce qui t'a fait acheter la montre. Eh bien, j'ai du mal à en trouver des points neutres. L'acier 904L, tu t'en fiches un peu. Ouais, c'est vrai. Bon point. On n'a pas parlé du tout. Donc, le type d'acier, c'est vrai que tu avais fait une vidéo dédiée là-dessus sur le 904L. C'est vrai que le type d'acier, c'est pas du tout un aspect qui m'a fait aller vers cette montre. Mais par contre, la résistance aux rayures est assez impressionnante. Je la porte maintenant depuis, on va dire, 3-4 mois, de manière assez intensive. Et j'ai très peu de rayures, alors que ma Grand Seiko Snowflake, que j'avais porté pareil au début quand je l'avais, qui est en titane, donc titane grade 5, qui est censé être beaucoup plus résistant aux rayures, etc., donc cette Snowflake avait beaucoup plus pris les rayures en faisant le même type d'activité que l'Explorer. Donc on peut dire que c'est lié au 904L du coup, donc c'est un point positif au final, mais dans ma décision et dans est-ce que la montre me plaît, est-ce que je veux l'acheter, etc., c'était vraiment neutre pour le coup le type d'acier. En plus Rolex joue quand même beaucoup là-dessus au niveau marketing, donc je dirais ce point là. Merci de m'avoir aidé. Ok. Est-ce que tu as des points négatifs, des réserves où tu te dis ah là j'aurais peut-être préféré que ce soit différent,
C'est des points où bon, ça t'a pas empêché d'acheter la montre, mais tu passes au-dessus, quoi. Alors au début, un point négatif pour moi, c'était le fait que le Explorer sur le cadran, le mot Explorer, soit passé de bas en haut sur le cadran. Avant, il était en bas, sur le dernier modèle en 39 mm, il était en bas. Et je trouve que en le mettant en bas, c'était peut-être parce que j'avais l'habitude de la voir comme ça tout le temps aussi, mais je trouve que c'était mieux équilibré parce que c'était peut-être par habitude aussi. Et donc ça, c'était un point négatif pour moi. Je me suis dit, ils l'ont repassé en haut, parce que là sur le modèle en 36 mm, le Explorer est repassé en haut. Donc avec Rolex, Oyster Perpetual, Explorer. Et en fait, on s'habitue bien. En fait, en bas, maintenant, les deux lignes du bas, c'est Superlative Chronometer, officially certified, je crois. Ouais, voilà, c'est officially certified. Donc ça, c'était un point négatif au début, mais je pense que c'est une habitude de vision. Aujourd'hui, c'est plus un point négatif, mais voilà, au tout début, quand j'avais vu cette sortie, je m'étais dit dommage. Voilà. C'est plus le cas aujourd'hui. Un autre point négatif, je trouve, qui est toujours un point négatif pour moi, et pour le coup, c'est le seul, c'est la taille du fermoir. Quand on la porte, je vais la passer là pour voir sur ma main droite. Quand on voit, et ça c'est assez symptomatique des Rolex, de toutes les Rolex un peu professionnelles, on le voit sur le fermoir, le fermoir est long en fait, il prend quasi tout le dessous du poignet. Je pense qu'il pourrait le raccourcir un peu. Il y a pas, en plus quand on l'ouvre à l'intérieur, on voit que c'est possible. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as une réponse, Vincent? Pourquoi il est aussi long? Non. Non. Est-ce que c'est le même que sur la Oyster Perpetual? Il est un peu trop long pour moi. Il est un peu plus long, non? Ouais. Il est un peu plus long que sur la Oyster Perpetual. Légèrement, quelques millimètres. Non. Ça, c'est un point négatif. Pour moi, mais c'est d'ailleurs que... Ouais, donc c'est visuel, c'est pas dans le confort. Ouais, en termes de confort, non, je pensais qu'en termes de confort, ça allait jouer parce qu'on se dit qu'on va avoir moins de possibilités de mouvement avec un bracelet, parce que le fermoir, il est pas comme le bracelet, c'est pas des maillons, le bracelet, il prend la forme qu'on veut, le fermoir, non. Donc je me suis dit ça, mais au final, non. Ouais. Pas du tout. Ok. Ce qui est pas mal, c'est que les attaches du bracelet sont pas au bout du fermoir, vraiment, aussi. Plus à l'intérieur avec le micro-ajusteur. Oui. Ouais. C'est quelque chose que Rolex a un peu pallié sur l'aspect visuel avec leur super jubilé pour les montres, pour les Datejust. Ils ont un fermoir qui est un peu caché et tu ne vois pas le fermoir, il est vraiment couvert par des maillons du bracelet jubilé. C'est vrai que pour la Oyster, on pourrait avoir une solution similaire peut-être dans le futur. Okay. Autre point négatif, moi non. Je sais pas si toi t'en aurais d'autres là-dessus. Non, moi personnellement non. Après, un point que je trouve important autour de cette montre que t'as pas mentionné, c'est toute l'histoire avec l'Everest, tout ça. Comment ça, c'est ce qui t'a fait t'intéresser à ce modèle aussi, non? Ouais, ça a pas été déterminant non plus, mais l'histoire de l'Explorer est quand même assez liée au monde de l'alpinisme. Alors, l'Explorer n'existait pas à l'époque de la première ascension de l'Everest en 53. Elle est sortie en 53. Les montres qui étaient au poignet des alpinistes sur l'Everest, elles étaient sorties en 1950. C'était des Oyster. Ouais. Oyster Perpetual. Donc le débat n'est toujours pas tranché sur est-ce que c'était une Rolex ou une Smith en premier au sommet de l'Everest. Mais à vrai dire, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que de toute façon, Smith n'existe plus. Rolex existe encore et Rolex a toujours eu cette histoire qui est vraiment intriquée avec l'alpinisme. Et c'est un domaine qui me plaît, c'est un domaine qui me fascine, l'alpinisme. Donc la marque Rolex au global est liée à l'alpinisme, et si on a un modèle à choisir chez Rolex qui est lié à l'alpinisme, c'est l'Explorer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été peut-être pas important dans mon choix, mais ça a joué. Et en plus, le design me plaît, c'est le design que je préfère chez Rolex. Donc, et en plus, c'est lié à l'alpinisme. Donc du coup, voilà, tout ça mis bout à bout, ça m'a fait passer le pas. Mais c'est pas quelque chose qui a été déterminant, mais oui, c'est vrai que l'histoire, dans l'horlogerie, c'est quelque chose qui est hyper important, et cette montre en est chargée, donc on coche cette case. Si on a des cases à cocher quand on veut acheter une montre, la case de l'histoire ici est aussi cochée. Ok. Donc c'est ça, tu parles beaucoup du design, c'est ça aussi qui t'a fait choisir l'Explorer en 36 mm par rapport par exemple à l'Oyster Perpetual noir en 36 mm. C'est à peu près la même avec un cadran différent, c'est pas une Explorer. Toi c'est vraiment l'Explorer, l'Oyster Perpetual en noir.
ça reste une alternative, mais ça reste un modèle en dessous pour toi. Oui, c'est quand même une bonne alternative, mais il y a quelques features qu'on retrouve pas. Enfin, c'est pas vraiment des features, c'est plutôt des features de design en fait. Par exemple, les aiguilles Mercedes, la trotteuse avec la luminescence. Ça c'est quelque chose qui me plaît, et c'est quelque chose qui m'a fait choisir aussi entre ces deux options, parce que oui, t'as raison, c'est une option d'avoir la Oyster perpétuelle noire en 36 mm, et en plus sur la Oyster perpétuelle noire 36 mm il y a cet élément de design qui me plaît moins, c'est le double bâton au 369, enfin sur les nouveaux modèles qui sont sortis l'année dernière. Donc voilà aussi pourquoi. Ok. Alors, sans parler plus d'alternatives, on a déjà mentionné des alternatives à la Rolex Explorer dans une ancienne vidéo FAQ qu'on vous met juste au-dessus. Si vous voulez aller voir, on a déjà évoqué avec Florent et Meryl des alternatives. Est-ce que pour toi, c'est pour quelqu'un qui cherche sa montre, quelqu'un qui veut une seule montre, est-ce que c'est une bonne montre pour faire une collection d'une seule montre pour quelqu'un qui en achètera qu'une seule? Ouais, bah c'est une des meilleures, et je pense que dans pas mal de vidéos, il y a pas mal de vidéos ou d'articles qui se posent la question quelle est une bonne collection d'une montre, et ce modèle ressort quand même assez souvent, et je suis complètement d'accord avec ça. Je l'ai aussi dit pour la Grand Seiko Snowflake, ça marche bien. Je trouve que ça marche encore mieux pour l'Explorer parce que elle est peut-être encore plus versatile que la Snowflake. La Snowflake, elle est assez sportive, mais elle reste quand même plus du côté élégante, alors que celle-là, c'est une vraie sportive qui peut aussi être élégante. Elle est plus versatile au final, même si ça se joue, c'est quand même assez fin. Les deux marchent très bien sur une collection d'une montre. La Explorer 1 marche un petit peu mieux à mon sens sur une collection d'une montre. Donc oui, la réponse pour moi, oui, vraiment, collection d'une montre, c'est un excellent choix, et il y en a pas énormément qui sont des meilleurs choix pour moi que ça. Il y en a d'autres, hein, c'est pas la seule, hein, mais voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Ok. Elle est pour qui cette montre? Quel est pour toi le profil de personnes qui cherchent des montres? C'est comme nous, des trentenaires dans la vie active? Ou il y a d'autres gens aussi? Est-ce que tu la conseillerais à ton grand-père qui cherche une montre? Est-ce que tu la conseillerais en montre pour ta cousine qui vient d'avoir son baccalauréat? J'en sais rien. Bah, c'est un peu difficile, tu me demandes un peu de mettre les gens dans des cases, c'est un peu difficile. T'es pas obligé de répondre. Mais je dirais, c'est une montre qu'on a plus l'habitude de voir à des poignées d'hommes. Elle est masculine, moi je trouve que cette montre est masculine. Mais pour répondre à ta question sur la cousine, oui, pourquoi pas. Pour moi, elle est un petit peu plus masculine. Je pense que c'est plus une montre. S'il faut choisir, encore une fois, quelqu'un de 70 ans peut très bien avoir cette montre-là. En tout cas, dans ce que je vois sur le marché, c'est plus une montre qui va intéresser des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, plutôt qu'entre 50 et 70 ans. C'est ce que j'observe, hein. Je dis pas que c'est bien que ça soit comme ça, mais en tout cas dans ce que je vois, je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être une occasion de sortir aussi du lot pour quelqu'un qui a justement plus que la soixantaine à la retraite. Ça peut être aussi une montre qui redynamise un peu, qui fait un peu jeune aussi, comme avec tout l'aspect sportif. Mais je suis d'accord avec toi, on le voit plus au poignet de gens plus jeunes. Mais souvent c'est des personnes qui ont quand même un attrait pour le sport, pour la montagne, pour les activités de plein air. Enfin voilà, si on devait un peu aller chercher le profil type, quoi. Elle passe en costume? Oui, je l'ai portée dans le cadre de mon travail. Je mets des costumes tous les jours et je la porte depuis quelques mois. Donc oui, ça passe bien. C'est pas la meilleure qui va avec un costume. J'en ai dans ma collection qui vont beaucoup mieux avec des costumes, mais là comme je l'ai acheté il y a pas longtemps, je la mets aussi avec des costumes. Donc oui, ça passe bien avec des costumes, mais il y a des bien meilleurs choix pour moi. Ok. Collection de 2 montres avec cette Rolex Explorer. Qu'est-ce que tu ajoutes pour faire la collection parfaite de 2 montres? Alors ça serait pas une plongeuse déjà, parce que cette montre parce que Florent a fait une vidéo qui explique pourquoi il n'achètera jamais de plongeuse. Ouais, tout à fait. Donc pour les mêmes raisons. Et donc j'avais répondu en 10 secondes que le design des plongeuses ne me plaisait pas, et que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une montre sportive étanche. Et c'est le cas ici. On a une montre qui est sportive, qui est étanche, couronne vissée, donc moi ça me suffit. Étanche à combien? 100 mètres, avec couronne vissée. Donc pour moi ça serait une montre habillée. Pour moi, ça serait une montre fine et habillée, donc une ultra fine habillée. Donc ça pourrait être une Jaeger LeCoultre ultra thin Moon,
Ça pourrait être une Calatrava en or. Ok. Des choses comme ça. Très bien, ok. Est-ce que la version two-tone biton de la Rolex Explorer remplit pas ces deux cases et te permet d'être encore plus versatile? Bah non, parce que... attends, tu parles de la Explorer two-tone qui est sortie en même temps que celle-là? Exactement. Qu'est-ce que tu penses de la version Explorer two-tone et est-ce que ça apporte pas ce côté un peu élégant que tu peux avoir avec cette deuxième montre? Non, moi, je trouve que c'est pas une très bonne option. Et c'est vrai que par réflexe, j'en ai pas parlé. Cette référence, c'est 214-273, je crois, la two-tone, la Explorer 1 two-tone. Ça fonctionne pas parce que ça rajoute du bling bling sur une montre qui a un ADN et une histoire qui est ultra sportive et robuste, etc. Ajouter de l'or là-dedans, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc je pense pas que ça soit une bonne sortie. En plus ça rajoute 4 000 €, non plus, ça rajoute 5 000 € sur le prix à cause de l'or, ce qui est quand même dommage. Donc non, pas du tout, pour répondre à ta question. Non. Ok. Vaut mieux avoir une deuxième montre élégante que de rajouter de l'or là-dessus. Ah oui, je préfère avoir, quitte à rajouter 5 000 €, en gros, est-ce que t'as une Explorer two-tone à 11 ou 12 000 € ou alors celle-là plus une autre à 5 000, je préfère largement avoir deux montres et donc l'autre à 5 000. Ok. Ouais. Ok, bah écoute Florent, je pense qu'on a fait le tour. Je pense. N'hésitez pas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à poser, à poser à Florent sur cette Rolex Explorer. On espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous poser des questions. On espère que cette vidéo vous a plu. On espère que cette vidéo vous a plu. Un mot de la fin Florent? À plus, à la semaine prochaine. Allez, salut. À la semaine prochaine, ciao.